11 octobre 2025. À l'annonce du cessez-le-feu, la population de Gaza laisse éclater sa joie. Mais c'est une joie amère. C'est surtout celle d'avoir survécu à un génocide. Des experts de l'ONU l'affirment aujourd'hui. De l'autre côté du mur, la liesse aussi, surtout au moment du retour des otages israéliens vivants. Nous avons vécu ce moment entre deux mondes, enquêtant ici au pied du mur du côté israélien et là-bas à Gaza, grâce à nos collègues palestiniens. Les bombes se sont tues. La population de Gaza doit maintenant trouver la force de se relever alors que la paix est fragile et la menace encore si proche. Nous sommes à Shaveh Darom, en Israël, à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Discrètement installées sur un terrain vague, 7 petites maisons en préfabriqué ont été déposées début septembre 2025. Ici vivent 7 familles nombreuses qui se considèrent comme des pionniers. Nous appelons notre gouvernement à agir rapidement et à promouvoir la colonisation juive à Gaza. Nous attendons ici pour qu'ils comprennent que des gens très sérieux le souhaitent vraiment et y croient. Nous pensons que cela peut arriver à tout moment. C'est une caravane, un camion peut venir la charger et l'emmener à Gaza. Nous pouvons établir une colonie en une nuit. Hadar Pentahon, 39 ans, est né en Israël. Son mari a quitté l'Éthiopie alors qu'il avait 4 ans. Pour réaliser leur projet de coloniser Gaza, le couple et 5 de leurs 7 enfants ont quitté leur grande maison d'Ashkelon pour s'entasser dans environ 30 mètres carrés. Ils sont à l'étroit. Il n'y a qu'une seule plaque électrique pour cuisiner. En plus, Hadar est enceinte de 8 mois. Si demain il y a une opportunité d'entrer dans Gaza, vous y allez? Oui, et plutôt hier que demain. Je veux être là-bas dès que possible. Mon sac d'accouchement est prêt et j'irai à l'hôpital depuis Gaza. Mais tout est détruit, il n'y a rien. Vous n'avez pas peur pour vos enfants et pour vous, enceintes? Je n'ai vraiment pas peur d'abord parce que nos soldats sont là pour nous protéger. La sécurité est tellement grande là-bas qu'il n'y a rien à craindre. Et je pense aussi que lorsque les Arabes verront les Juifs arriver, ils partiront d'eux-mêmes. Ils comprendront que lorsque nous aurons pris le contrôle, tout espoir est perdu. Lorsque Gaza reviendra entre nos mains, parce qu'elle nous appartient, je crois que nous aurons la protection de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas peur ni pour moi, ni pour mes enfants. Derrière ces familles, il y a le puissant mouvement Nashallah, qui revendique depuis des années la vision du Grand Israël, l'implantation de colonies en Cisjordanie et maintenant à Gaza. À la tête de l'organisation, Daniela Weiss. Nous planifions de coloniser toute la bande de Gaza, en commençant par là. Aucun Gazaoui ne restera à Gaza. C'est la fin. Le chapitre des Gazaouis à Gaza est terminé. L'association collecte des fonds dans le monde entier et finance par exemple les maisons préfabriquées. 13 familles, y compris celle de Hadar, sont prêtes à entrer immédiatement dans la bande de Gaza. Plusieurs centaines devraient suivre. Et que faites-vous avec la population palestinienne qui vit là-bas?
Ils pensent aussi que c'est leur propre terre. Ils ont 21 autres pays. Ils peuvent aller vivre où ils veulent. Ils ne sont pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs. Certains viennent de Jordanie, d'autres d'Arabie Saoudite ou d'Égypte. Qu'ils retournent d'où ils viennent. Ils ont beaucoup d'endroits où vivre. Ce n'est pas leur pays, c'est le nôtre, et ils le savent. Mais leur idéologie est de détruire le peuple d'Israël. Et ils y travaillent sans relâche. Mais il y a aussi la population civile, qui n'est pas Hamas. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tous les civils sont Hamas. Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Tous les civils de Gaza sont directement ou indirectement liés au terrorisme. Et les enfants, ils ne peuvent pas être Hamas. Vous avez 7 enfants, qu'en pensez-vous? Les Arabes éduquent leurs enfants dès leur plus jeune âge à devenir des martyrs du djihad pour s'attaquer aux Juifs. Tu seras un héros si tu tues un Juif. כן, אבל רק כשאני אסיים. אז עכשיו תצאו לשחק, לכו תקראו לאבא, אבא מגיע ואז אני אשים לך בשקית. Des propos extrêmes. Mais vous allez le voir, ils sont loin d'être uniques. Les bombes se sont tues depuis quelques jours. Il ne reste que le bruit obsédant des drones. Malgré le cessez-le-feu, Israël continue d'interdire aux journalistes d'entrer de manière indépendante dans la bande de Gaza. Nous sommes cantonnés du côté israélien, mais avec une longue focale, notre caméra distingue clairement les ravages de l'autre côté du mur. On n'est pas les seuls à regarder. Ce couple vient du Negev, une autre région au sud d'Israël. Vous regardiez Gaza? Non, mes jumelles sont pour les oiseaux. Pour les oiseaux? Vous regardiez Gaza? Que pensez-vous de ce que vous voyez? Je viens ici pour la première fois. Je suis résidente d'Israël. J'habite ici depuis très longtemps, j'ai 50 ans et c'est la première fois que je vois à quel point Gaza est proche de nous. Je suis choquée par cette proximité avec eux. Nous sommes si proches d'eux. Nos soldats n'avaient pas d'autre choix que de procéder à ces destructions car les terroristes se cachaient dans les maisons et utilisaient les gens comme boucliers humains. Alors, comment faire autrement? Nous sommes dans une situation où nous devons constamment justifier nos actions. Finalement, elles relèvent simplement de notre droit fondamental à nous défendre. Pourtant, aux yeux du monde, c'est toujours nous qui sommes fautifs, présentés comme les méchants, accusés de commettre un génocide, d'être des occupants. Vous croyez que la paix peut durer? Je serais très heureuse si la paix était possible avec eux, mais ce n'est pas le cas. La paix, personne n'y croit vraiment. C'est l'avis de quasiment chaque Israélien que nous avons rencontré lors de notre tournage au pied du mur de Gaza. À quelques kilomètres seulement, mais pourtant inaccessible, se trouve Gaza City. C'est là qu'habitent Rami Abou Jamous, sa femme Saba et ses enfants Walid et Ramzi. Rami est journaliste palestinien. Il a étudié en France et nous travaillons ensemble depuis une bonne quinzaine d'années. Pour réaliser ces images à l'intérieur de Gaza, nous avons engagé un caméraman palestinien. Walid, le Superman, bravo, On appelle Rami. C'est bizarre d'être si proche, mais si loin. On aimerait connaître la perception du cessez-le-feu du côté des Gazaouis. Même si c'est la fin de la guerre, ou bien il n'y a plus de bombardements, mais ça ne veut pas dire que c'est le paradis après. Mais il y a toujours la peur, il y a toujours la prudence, il y a toujours la panique, il y a toujours l'instabilité. Et surtout l'instabilité, moi j'insiste, parce que c'est quelque chose de psychologique, de très grave, de vivre dans cette instabilité. Parce que les Israéliens, ils vont reprendre la guerre. Est-ce qu'on va avoir à manger? Est-ce que là, il y a de la nourriture? Est-ce que faire des réserves? Des deux côtés du mur, on n'y croit pas trop à la paix.
Il faut dire que début septembre, il y a quelques semaines seulement, l'objectif affiché du gouvernement israélien était encore d'évacuer et de récupérer le nord de la bande de Gaza. Ce qui est considéré comme un assaut final commence le 5 septembre par ce message du ministre israélien de la Défense. Le 8 septembre, le Premier ministre israélien Netanyahou renforce la menace. וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב. ראו הוזהרתם. צאו משם. Les jours suivants, des tracts arrosent le nord de la bande de Gaza, appelant à fuir vers le sud. Des messages en arabe sont envoyés sur les téléphones des habitants. Lorsqu'un immeuble est visé en particulier, il n'y a souvent que très peu de temps, parfois juste 15-20 minutes entre l'avertissement et les bombardements. C'est la panique. L'une des tours ciblées, c'est la tour Mouchtaha, toute proche de chez Rami. Il nous prévient par message vocal. C'est pas la tour le problème, c'est-à-dire il y a des centaines de tentes, il y a des milliers de personnes qui sont autour, qui sont venues s'installer. Donc les dégâts vont être au minimum aux alentours de 20 km. On est inquiet. On tente de le joindre. C'est souvent difficile, il y a des coupures de réseau. On doit parfois essayer pendant des heures. Salut Isabelle, comment ça va? Moi je vais bien, et toi? À chaque fois c'est le soulagement. Rami a décidé de rester à Gaza City. À chaque fois c'est ma façon déjà de résister. Le fait de partir tout de suite, c'est donner un cadeau à cette armée d'occupation. Donc je reste là jusqu'à la dernière minute. Tant que je peux parler de la Palestine, tant que je ne suis pas forcé à être déporté, je resterai pour parler de Gaza. Rami a déjà vécu plusieurs déplacements. Le premier au début de la guerre, en novembre 2023. Réflexe de journaliste, il a tout filmé. Ça va, Baba? Dido? Baba? Maman. Yalla, maman, on va chercher maman. Rami emmène sa famille et tous ses voisins. Oui, t'as vu, Baba? Ils ont tout bombardé. Depuis le début de la guerre, jour après jour, Rami tente de préserver son fils. Mais moi, j'ai pas envie que la peur s'implante dans son cœur, et j'ai pas envie qu'il y aura de la haine dans son cœur. J'essaye depuis le premier jour de la guerre de le mettre à côté dans un monde à part. Les bombardements, c'était des feux d'artifice, il applaudit. Ah, bravo Walid, applaudis Baba, applaudis. Bravo Dido, bravo Baba. Il a pas peur Dido, bravo. Et quand on est parti déplacer plusieurs fois, on a pris des charrettes et tout. On regarde papa, c'est joli, on va partir. Et comme si on était dans une vadrouille. Montre-moi le cheval, elle est où le cheval? Elle est là, bravo Walid. On était très contents, on a fait des cerfs-volants avec les drones. Et saluer les drones comme si c'était des amis oiseaux. Fais-lui un bisou. Le 14 février 2024, en pleine guerre, naît le petit Ramzi. Et on vit toujours dans l'amour, même
s'il y a la destruction, s'il y a le massacre, le génocide. Et surtout, c'est un message au monde entier que voilà, Gaza, c'est pas la mort. Gaza, c'est plutôt l'amour. Un petit miracle au milieu d'une bande de Gaza détruite à 80%, où des centaines de milliers de personnes vivent sous tente, où chaque famille a perdu l'un des siens. C'est le cas de Jibril al-Ashrami. Les bombardements de l'armée israélienne ont tué son père, sa mère, sa femme et l'un de ses frères. Sa maison a été détruite, il vit sous tente avec ses 4 enfants, ceux de son frère décédé, sa belle-sœur, une vieille tante et un oncle blessé. Nous avons demandé à un caméraman palestinien de suivre toute la famille dans son déplacement vers le sud. La menace de bombardement est si forte que Jibril a décidé de partir tout de suite. On attend la voiture pour se déplacer. Ils sont partis à 5 heures du matin, mais ils ne sont pas encore là à cause des embouteillages. La situation ici est très dangereuse. Il faut partir de toute urgence parce qu'il y a eu des tracts et des messages vocaux d'avertissement. Mais partir, ce n'est pas si simple. Il faut tout organiser. Négocier le trajet en voiture que Jibril va finalement payer $1000. Et puis il faut trouver un emplacement où aller, avec cette famille nombreuse. Et tout emmener car là où ils vont, il n'y aura rien. C'est la 6e fois qu'ils sont déplacés en 2 ans. Ils n'ont pu rester que 4 mois près du port de Gaza City. Tout repose sur les épaules de Jibril. Il est le seul homme valide encore en vie dans cette famille. Tous les jours, la fatigue, la souffrance. On a monté et démonté la tente plus de 100 fois. On en a marre, je vous le jure, on en a marre. Aucun pays européen ne bouge, personne ne bouge. On est en train de mourir lentement. Personne ne nous écoute, personne ne dit rien. À qui faut-il s'adresser ? Je vous jure, à force de la monter et de la démonter, la tente ne tient plus. Qui va nous aider ? Mon Dieu, c'est quoi la solution ? Il y a un ultime abri que Jibril va démonter au dernier moment. C'est celui de son oncle, gravement blessé. Ça fait 11 mois que j'ai des broches dans la jambe, depuis le 3 octobre. Et là, on est en septembre, donc ça va faire 1 an. Qu'est-ce que vous espérez? J'espère que nous soyons réunis à nouveau. Et j'espère que la guerre va finir. Vous allez partir où? Je vais me déplacer au village d'Aizawaïda. Ici, au port de Gaza City, c'est devenu une zone dangereuse. Mon neveu y a été tué. Où va-t-on aller? J'ai peur. Il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Dans ce chaos, chacun se raccroche à ce qu'il peut. C'est moi qui ai fait cette broderie. C'est pour ça que je la garde précieusement. J'aime tout ce qui est brodé, alors je l'emporte avec moi. La voiture se fait attendre, mais dès qu'elle sera là, il faudra partir au plus vite. Tout le monde doit être prêt. À chaque instant, les bombes peuvent recommencer à tomber. Enfin, la voiture arrive. La famille va rejoindre la longue cohorte des 500 000 Palestiniens qui, à l'annonce de l'offensive sur Gaza City, ont précipitamment fui vers le sud.
Djibril a trouvé un emplacement à Al-Zawaïda, à moins de 20 km. Il leur faudra des heures pour arriver à destination. On est arrivé après des heures de souffrance. On a passé la nuit dans la rue en attendant le matin pour voir ce qu'on va faire. On va monter la tente ici. Au même moment, depuis Genève, Fadel Aloutol et presque toute sa famille a vécu à distance la fuite précipitée de la fille aînée, Assil, qui a dû abandonner Gaza City à pied avec ses 2 enfants pour rejoindre des proches un peu plus au sud. Les jours, les déplacés, je n'étais pas à dormir. Aucune nouvelle de elle, je ne sais pas elle est où, elle est arrivée où. Et comme j'ai reçu les vidéos, comment elle est déplacée, elle a filmé, tout ça, j'ai tombé malade. J'ai tombé malade. J'ai dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Réfugiée à Genève en mars 2025, toute la famille vit au rythme des appels quotidiens avec Gaza. À chaque coup de fil, il faut se rassurer. ليش؟ في قصة والدخنة طالعة كتير بسكتوش لا ليل ولا نهار. في الليل بتكون حمرة ضاوية كأنها جاية الكهرباء. يلا أنا عارف. بعينا ليش ننام؟ بس مباشر. La guerre nous a séparés. C'est très dur à vivre. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas dépasser ça. Quand je n'arrive pas à avoir de nouvelles d'elle, certains jours, je n'arrive rien à faire. ايش تغديت اليوم؟ ايش اكلتوا؟ ايش تغديتوا؟ والله عملنا تونة. تونة؟ اوه كويس، تونة ممتاز. L'un des points essentiels des discussions, c'est la nourriture. Il n'y a plus rien à Gaza, plus rien à manger. Ma fille, elle a perdu 21 kilos à cause du blocus de Gaza. 21 kilos comme elle était à Gaza, 21 kilos. Vous avez imaginé, elle a tombé malade. Comme je parle avec elle, j'ai dit, comment je veux tenir 30 secondes avec elle? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je vois les gens, ils vont mourir devant moi, je n'aurais pas aidé. À leur arrivée en Suisse, toute la famille a dû retrouver les gestes d'une vie normale. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus fantastique quand tu es arrivé ici, en Suisse? Genève. tous. Le secrétariat, Les jeux de tous. Alors et toi, qu'est-ce que tu préfères ici? ايش بتفضلي هنا؟ Colle. Cool. Tout. Est-ce que tu vas à l'école? تروح المدرسة؟ Oui. Oui. Est-ce que ça te plaît? بتحبيها؟ عجبتك؟ Oui. La petite Imane ne savait pas que l'eau peut couler des robinets. Le premier jour où on est arrivé ici, même mon beauté de fille, elle a vu de l'eau s'accoler de le robinet. Elle a dit « Ah, maman, il faut amener les bidons de l'eau avant le couper pour établir les bidons de l'eau. » Les enfants, ils ne connaissent pas les fruits. Mon beauté de fille, ça, c'est les 4 ans, elle ne connaît pas les bananes, les pommes, elle ne connaît pas. Fadel n'est pas à Genève par hasard. Il est l'un des archéologues de Gaza et collabore depuis des années avec le Musée d'art et d'histoire de Genève, notamment depuis une exposition des trésors de Gaza en 2018. Le Covid, puis la guerre, ont par chance empêché le retour à Gaza de la précieuse collection.
Gaza, c'est une histoire très importante pour l'humanité. Gaza, 5000 ans. Gaza, c'est très riche archéologie. Gaza, où on fouille, on trouve l'archéologie. Même si les gens vont construire une maison, on trouve l'archéologie. S'ils vont faire les travaux dans une route, on trouve l'archéologie. Même si les Israéliens le bombardent, un terrain, on trouve l'archéologie dedans. L'une des plus précieuses collections protégées par l'UNESCO se trouvait encore dans un entrepôt à Gaza City lorsque le 10 septembre, l'armée israélienne annonce qu'elle va bombarder le bâtiment. Une course contre la montre s'engage. Depuis Genève, par téléphone, Fadel sélectionne ce qui doit être déplacé en priorité. Il faut faire sauvegarde vite. Si je suis à Gaza, je sors tout, même s'ils vont bombarder ou je suis dedans. Je ne bouge pas. Parce que de toute façon, comme je suis là, ou le bombarder là-bas, je sens les roquettes et les tombées de mon cœur. C'est la même chose. Ces images montrent le bombardement de l'entrepôt. Heureusement, 70% des trésors de Gaza ont pu être déplacés à temps. Qu'est-ce qu'il y a, Baba? Qu'est-ce qu'il y a, Habibi? C'est quoi? C'est du papier? C'est quoi? Waouh! C'est joli, Baba! T'as vu le papier? 24 septembre 2025. La menace pour notre collègue journaliste Rami s'intensifie. Il est toujours à Gaza City. Il envoie ce message vocal. Voilà, ce matin, on réveillait avec des tracts. On lançait des tracts dans notre quartier. Il est maintenant trop risqué de rester. Rami et sa famille préparent leurs bagages, ce qu'ils peuvent porter. Tu peux mettre tes jouets dans le cartable, Baba? Bien. Mais il y a aussi tout ce qu'ils vont devoir abandonner. Puisque la décision est prise, on va partir. On va faire juste un dernier adieu à ce qu'on va laisser. Là, ce sont les habits de mon père. Ça, c'est son costume juste avant qu'il parte se reposer en paix. Ça, ce sont des lunettes de ma mère. Là, ce sont les albums photos. Tous les albums photos, on les a mis ici. Là, c'est un portrait de moi à Montmartre. En France. Là, voilà, je voulais partager avec vous ce moment d'adieu. Parce qu'on ne sait pas si tout ça, ça va rester, mais au moins, on l'a en vidéo. Et comme ça, Ramzi et Walid, un jour, ils vont voir un peu ce patrimoine que j'avais réservé de père en fils. Les chars de l'armée encerclent Gaza City. C'est le moment de partir. Valise. Là, papa? 1, 2. Et 3. Walid! Yalla, prends ton cartable, yalla. Absolument. Yalla. Yalla. Polo. Tu vas où, ya papa? Ça va? Yalla. Au revoir, mes amis. Du 5 septembre au 10 octobre 2025, le nord de la bande de Gaza a subi la plus brutale offensive en 2 ans. Bombardements et famine ont été utilisés pour accélérer le déplacement de la population.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. La communauté internationale commence à se réveiller. En plus de la France, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada reconnaissent également l'État de Palestine. Un geste surtout symbolique, car il ne change rien sur le terrain. Loin des couloirs feutrés de l'ONU, voilà ce qui se passe le même jour à Gaza. C'est bien, c'est vraiment bien de reconnaître un État palestinien. C'est trop tard pour la population, pour la Palestine. Ils savent qu'on est en train de mourir, ils savent qu'on est sous génocide, ils savent qu'on est en train d'être déportés. On te reconnaît avant de partir, tu peux partir tranquille, mais on ne fait rien pour arrêter ta mort. Je peux vous dire que la population palestinienne à Gaza est noyée dans la souffrance. Ils n'arrivent même pas à sortir leur tête de cette noyade de la souffrance pour entendre qu'est-ce qui se passe autour. Big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. Quelques jours plus tard, le président américain use de toute son influence pour arracher au Premier ministre israélien Netanyahou et au Hamas un accord sur une énième version du même plan de paix. Les pays arabes et l'Europe mettent aussi la pression. La signature intervient en Égypte le 9 octobre 2025. Le plan se développe en 3 phases. Phase 1, libération des otages israéliens et des détenus palestiniens. Entrée massive d'aide humanitaire. Phase 2, démilitarisation du Hamas. Phase 3, gouvernance internationale temporaire. La population de Gaza, ils savent très bien que là, ce qui s'est passé, ou bien ce plan-là, c'est une nouvelle forme de colonialisation avec ce projet-là. Et c'est la perte de la Palestine, c'est la déchirure de Gaza à la Palestine. Et historiquement, socialement, financièrement, économiquement, géographiquement, on va perdre la moitié de la Palestine, si ce n'est pas toute la Palestine, mais on va garder le Palestinien. On sauve le peuple palestinien de Gaza, mais au sacrifice de la Palestine. Le cessez-le-feu entre en vigueur samedi 11 octobre 2025. À l'intérieur de Gaza, c'est la joie. Mais comme pour Djibril et sa famille, toujours sous tente, c'est surtout la joie d'avoir survécu. Merci mon Dieu, le sang s'est arrêté de couler. La mort s'est arrêtée. J'espère que ça va être la dernière guerre dans la bande de Gaza. Parce que je le jure, ça laisse dans le cœur une blessure très profonde. On a tout perdu, tout ce qu'on aime. On ne peut compter que sur Dieu. La blessure est très très profonde. Nous sommes sur place en Israël pour la première phase du plan, la libération des 20 otages israéliens vivants, retenus depuis 2 ans dans la bande de Gaza. La foule est venue saluer les voitures sur le chemin entre Gaza et la base militaire de Re'im. Ces images sont tournées et diffusées par l'armée israélienne.
Les otages libérés repartent ensuite pour une prise en charge dans des centres hospitaliers. Parallèlement, près de 2000 détenus palestiniens sont libérés des prisons israéliennes. 1700 sont conduits directement à Gaza par l'entrée de Kerem Shalom. Nous sommes la seule équipe de télévision à capturer ce moment. Mais la police nous a repérés. Après un contrôle d'identité, ils nous demandent fermement de quitter les lieux. À l'intérieur de Gaza, les caméras palestiniennes cueillent l'un des vrais moments de joie de ce cessez-le-feu, le retour des détenus dans leur famille. La plupart de ces détenus étaient retenus sans charge légale et sans jugement. Dans la première phase du plan de paix, il est clairement dit que l'aide humanitaire doit affluer massivement pour freiner la famine. Il y a urgence. Les Gazaouis meurent de faim. Dans le détail, 600 camions devraient quotidiennement approvisionner la bande de Gaza. Or, les informations sont contradictoires. Si Israël assure qu'assez d'aide humanitaire est fournie, seuls 200 camions par jour seraient en fait autorisés à entrer. Nous partons sur les traces de ces centaines de camions manquants. Autant de camions, c'est forcément visible quelque part. L'accès à Gaza par Rafah en Égypte est fermé. Donc il n'y a que 3 entrées possibles depuis Israël. Au nord, c'est Zikim. En cherchant le bon point d'accès, nous avons pu nous approcher vraiment très près du mur. On trouvera le passage un peu plus loin, en reconstruction et hautement gardé, impossible de filmer. Aucun camion là-bas. Au centre de la bande de Gaza, c'est Kissoufim. La route nous conduit jusqu'à un barrage gardé par des soldats israéliens. On se fait rattraper par un véhicule militaire, autant leur poser la question. On a entendu qu'il y a des camions d'aide humanitaire qui passent ici. Non? Ils ne viennent pas ici? Ah, from Zikim. Ah, par Zikim, ok. Il n'y a rien ici. Nothing here. On en vient de Zikim. On sait très bien qu'il n'y a rien là-bas. Le troisième point, et le plus connu, c'est Kerem Shalom, tout au sud de Gaza. Là, il y a bien des camions. On les voit passer au scanner, un par un processus très lent. Nous avons décompté une vingtaine de camions environ. On se faufile encore plus loin, on est juste au pied du mur. On les voit entrer dans Gaza, une image rarement vue. Mais on est vite repérés. Ils nous ont vus là-bas. Il y a une voiture qui va venir ici, je pense que... Ils ont pris la carte, on l'a vu ou pas? Au final, on n'a vu que quelques camions, mais pas des centaines. On appelle notre journaliste, Rami. Depuis, il est rentré à Gaza City. Et incroyable, son appartement est intact. On entend qu'il y a de l'aide humanitaire qui rentre, et en même temps, on a le sentiment que ça bloque beaucoup autour de la bande de Gaza. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a plus de nourriture qui est passée? C'est pas du tout suffisant. Déjà, c'est pas suffisant. C'est pas comme c'était prévu avec l'accord. Les Israéliens, ils ont fait passer ce qu'on appelle le secteur privé. Donc maintenant, dans les supérettes, on peut trouver beaucoup de choses qu'on ne trouvait pas avant. On peut trouver du chocolat pour la première fois. On peut trouver des boîtes de conserve qu'on n'a jamais vues. Et on peut trouver aussi tout ce qui est boissons gazeuses, etc. et du café. Alors, les gens, ils doivent payer pour acheter ce genre de nourriture. Mais malheureusement, la majorité de la population dépend de 100% d'aide humanitaire. Et malheureusement, cette aide humanitaire n'est pas arrivée. Ce que dit Rami,
c'est que les autorités israéliennes laissent entrer surtout des marchandises à vendre dans les magasins. Ces produits sont trop chers pour l'immense majorité des Gazaouis qui survivent grâce à l'aide humanitaire. Ces images datent du 1er novembre 2025, bien après le cessez-le-feu. À seulement quelques kilomètres de l'autre côté du mur, des familles israéliennes viennent pique-niquer sur ce promontoire avec vue imprenable sur la bande de Gaza. Ce que tu vois à l'intérieur, c'est l'armée israélienne. Tu vois le véhicule qui roule vers nous? Oui. C'est un véhicule de l'armée israélienne. Il y a 2 ans, ce lieu n'était qu'un rocher. Il a été aménagé pendant la guerre. Il offre maintenant un écran géant et des audios pour touristes. Il y a même des jumelles où l'on introduit une pièce. Vous voulez voir Gaza? Oui. Que pensez-vous de la paix? La paix? Merde à la paix. Je rigole. Dites-nous ce que vous pensez. Nous sommes intéressés par toutes les opinions. Je ne pense pas que nous ferons la paix avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des terroristes. Vous pensez que la paix va continuer? Je pense que nous ne pouvons pas faire la paix avec eux. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent nous tuer. Ils veulent être ici maintenant. Ils veulent vivre ici, dans cet endroit. Ils ne veulent pas être là-bas. La raison de la guerre, c'est le territoire. Ils veulent notre terre, ils ne croient pas en Israël, ils croient en la Palestine. Ils pensent qu'ici, c'est la Palestine. Ils vont recommencer, ils l'ont dit. Que pouvons-nous faire? Aller en Suisse? Mais il y a beaucoup de musulmans en Europe. Dans la foule, un franco-israélien. Il appelle à la vigilance, mais avec nuance. On ne peut pas vivre constamment en guerre, c'est pas possible. La population a souffert, on est tout à fait d'accord, la population a souffert, mais maintenant, il faut penser à la paix. Il faut penser à la paix. Beaucoup de Palestiniens venaient travailler à Sderot, là où nous sommes, et ils étaient très heureux. Ils gagnaient de l'argent pour leur famille. Alors, est-ce qu'on reprend cette situation? Est-ce que les Palestiniens pourront revenir travailler? Dans l'avenir, oui. Dans l'avenir, oui, et je le souhaite. Même si la paix devait parvenir à s'installer, la vie ne reprendra pas de la même manière si l'on est à Gaza ou en Israël. Salut les amis, toujours vivants. Je ne vais pas vous parler des chiffres et des statistiques, mais plutôt un peu l'état d'esprit des gens après ces 2 ans de génocide ou bien de nettoyage ethnique qu'on est en train de vivre. Malheureusement, on a subi les pires guerres. Et je dis les pires guerres au pluriel parce que c'est pas que une guerre d'arsenal militaire, de bombardements, de massacres, des tueries, des israéleries, mais plutôt aussi de la guerre psychologique, la guerre de la famine, la guerre de l'instabilité, la guerre de déplacement. Et malheureusement, tout ça, ça a changé notre société. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que ça va se rétablir. Surtout pour notre jeunesse, pour notre enfance, les enfants et les jeunes qui ont grandi pendant ces 2 ans dans la guerre. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Des olives, tu récoltes les olives. Bravo. Je donne l'exemple de mon fils Walid. Quand la guerre a commencé, il avait 2 ans, aujourd'hui il a 4 ans. J'avais beaucoup de projets, beaucoup de rêves pour Walid. Mais malheureusement, Walid a grandi 2 ans sous les mensonges. Les mensonges pour sa protection, les mensonges pour qu'il ne sente rien, qu'il reste un peu normal dans sa tête, pour qu'il vit comme n'importe quel enfant dans le monde.